Rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je souhaitais répondre aux interventions du ministre et de tous nos collègues, que je remercie pour leurs propos qui participent à ce que nous souhaitions, c'est-à-dire que ce débat se poursuive et s'enrichisse. Et ça me permet également de préciser des points qui n'ont peut-être pas été entendus ou compris. Et puis, c'est vrai que le cadre d'une proposition de loi ne nous permet pas de mettre tous les éléments que nous souhaitions. Nous avons travaillé, comme l'a dit notre collègue Jean-Hugues Ratenon, sur ce texte depuis plusieurs mois et même depuis le début du mandat à travers des ateliers législatifs organisés dans nos circonscriptions, des échanges, des auditions, avant même que commence ce processus. Et c'est vrai qu'au départ, c'était un texte beaucoup plus d'ampleur et nous avons l'ambition de pouvoir proposer, à la suite, si ce texte était adapté, mais même s'il ne l'était pas, des éléments plus développés. Mais en l'état, il nous semble que les premiers points mis en valeur dans ce texte seraient utiles à être adoptés. Tout d'abord, Monsieur le ministre, vous évoquez, et plusieurs d'autres l'ont fait, le dispositif territoire zéro chômeur en indiquant que notre proposition serait contradictoire avec cela. Alors je vous le répète, je vous le dis, je croyais l'avoir dit dans le rapport introductif, absolument pas. Au contraire, y compris dans notre programme L'Avenir en commun que vous semblez avoir lu assez attentivement, il est indiqué que cette proposition s'inspire directement du dispositif territoire zéro chômeur de longue durée dont nous avons effectivement voté l'extension et dont nous pensons, justement parce qu'il a des résultats positifs, qu'il faut le généraliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous semble dommage et surtout nous ne comprenons pas pourquoi, et c'était d'ailleurs le débat que nous avions lors de l'examen de cette extension, il y avait des propositions pour que plus de communes puissent bénéficier de ce dispositif. Et donc, quelque chose qui marche aujourd'hui, ce serait autour de 900 et 1 millier de chômeurs et chômeuses de longue durée qui ont pu retrouver une activité grâce à Territoire zéro chômeur, devrait être accessible partout sur le territoire, effectivement. Et donc, le dispositif que nous proposons permettrait de le généraliser en s'inspirant de ce qui marche et de ce qui fonctionne et en donnant justement les moyens de ces dispositifs. Vous évoquez également, ainsi que d'autres collègues, la question du service public de l'emploi en l'opposant d'une certaine manière à ce que nous proposons. Eh bien, pas du tout. Et bien au contraire, nous souhaitons redonner au service public de l'emploi de l'ampleur, des objectifs et un sens, puisque dans les amendements qui vont suivre, vous verrez que nous ajoutons à ces prérogatives on va dire ce troisième volet. Et que donc il s'agit de se servir d'un dispositif qui maille l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, plus de 900 agences du service public de l'emploi qui représentent encore, même si malheureusement tous les chômeurs et chômeuses ne sont pas inscrits encore à Pôle emploi, c'est quand même un outil de masse, un guichet unique identifié, et qui permettrait partout sur les territoires aux personnes de pouvoir exercer ce droit. Il nous semble par ailleurs que justement, il est dommage qu'avec la création de la MPE ait été abandonné en vérité l'objectif de planification de l'emploi et que ce qui a été promu à la place, ce soit uniquement la question des mobilités professionnelles. Aux deux tâches en fait qu'exercent aujourd'hui les personnels, l'un concentrant les demandeurs et demandeurs d'emploi enregistrés, l'autre recensant les annonces, nous pensons qu'il faut y ajouter un troisième fichier, celui des besoins vitaux non solvables, à transformer en emploi de droit. Et cela signifie bien sûr embaucher du personnel, recruter des fonctionnaires du service public de l'emploi qui, comme on le sait, effectivement, aujourd'hui, font face à des charges de travail insupportables et qui nuisent d'ailleurs à la qualité de ce qu'ils peuvent faire. Ils le savent et on a suffisamment, je crois, entendu de récits de cette souffrance au travail et de la conscience de la maltraitance institutionnelle que cela peut induire. Et donc, oui, ça signifie, un dispositif comme nous le proposons, signifierait un recrutement et une formation de nouveaux fonctionnaires qui auraient le temps, avec moins de dossiers à suivre,
et des lignes directrices plus claires, de pouvoir assurer ce droit à l'emploi comme une de leurs tâches. Vous avez évoqué également la place du secteur privé, et en opposant là aussi le rôle de l'État avec le secteur privé. Alors vous le savez, collègues, aujourd'hui, l'État est un des premiers leviers, à travers notamment la commande publique, de la dynamique de l'activité privée. Donc d'abord, ce n'est pas opposé, et nous ne l'opposons pas, puisque notre dispositif s'adresse en particulier à un secteur privé, non lucratif, effectivement, mais qui est le secteur privé de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est les besoins et les activités dont on parle dans ce secteur-là que cela se développe. Donc ce serait un levier pour ce secteur privé-là particulier, non marchand et à but non lucratif, et ça permettrait au contraire de l'étendre. Par ailleurs, comme vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure dans ma présentation, ce dispositif ne se substitue pas à ce que nous pensons absolument urgent et nécessaire. C'est une stratégie, effectivement, de relance de l'activité dans le cadre et dans le sens d'une bifurcation écologique et solidaire qui va produire, nous le croyons, nous le pensons, ça a été évalué par des collectifs d'associations, d'ONG et d'économistes, qui va produire plusieurs milliers d'emplois dans le secteur privé. Et donc, il ne s'agit pas là de couper court. Au contraire, le rôle de l'État dans ce cadre est stratégique et permet l'activité privée d'une part. Et de l'autre part, comme je l'ai montré sur la question de Pôle emploi, il s'agit de développer effectivement un certain nombre de services publics. Donc, il y a bien là un rôle, et nous assumons de considérer que l'État a un rôle, ce qui n'est pas d'ailleurs extraordinaire. Je crois qu'on le sait, le rôle de l'État, même en dehors des périodes de crise comme ce que nous vivons aujourd'hui, où l'État garantit d'une certaine manière l'emploi de millions de personnes en ce moment, à travers le chômage partiel, c'est une forme de garantie d'emploi par défaut, eh bien nous voulons le faire en positif. Et c'est déjà le cas, en fait, dans un certain nombre par les subventions, les exonérations accordées pour les politiques dites de l'emploi, c'est déjà le cas, en fait. Il y a énormément d'argent, cela a été dit, qui est donné aujourd'hui au secteur privé. Donc nous changeons d'une certaine manière la logique, et nous considérons que l'État doit, en tout cas la puissance publique, doit assumer ce rôle-là et le faire de manière stratégique pour développer les secteurs dont on pense qu'ils sont aujourd'hui cruciaux, ceux de la transition écologique et ceux du lien social et du bien collectif. Sur le fait que cette mesure ne serait pas directement opérationnelle, j'y ai répondu en indiquant que l'expérimentation zéro chômeur de longue durée montrait le contraire à son échelle. Je pourrais évoquer aussi les exemples à la fois historiques et contemporains de dispositifs de ce type-là, qui ne sont pas exactement la même chose, puisque selon les pays et les époques, l'État va permettre des politiques d'emploi public en tant que telles, ou alors ce sera plus décentralisé. On peut évoquer, par exemple, j'évoquerai par exemple le cas de l'Argentine en 2000, où le gouvernement déploya un programme de ce type et a permis de fournir l'emploi à 2 millions de personnes. Un dispositif qui se situait autour des ménages, et ça a montré son efficacité. On peut parler de l'Inde, par exemple, qui est en quelque sorte le dispositif le plus massif, où c'est plus centré sur l'agriculture, et où là aussi il y a aujourd'hui plusieurs millions d'emplois qui sont déployés. Et puis vous connaissez l'exemple du New Deal, qui réinspire d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs les stratégies de relance de l'activité. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'aussi exotique que ça, et que l'évaluation, quand elle se fait, montre que ça marche, et donc il y a de quoi, on a de la matière pour travailler. Et par ailleurs, une petite incise, si lors des processus de niche parlementaire et les propositions de loi de l'opposition, nous pouvions disposer
des moyens du gouvernement avec des études d'impact, et ça permettrait de fournir des évaluations plus précises. Malgré cela, nous avons fait quelques évaluations. Je les rappelle, mon collègue Quatennens en a donné quelques-unes sur le coût de la proposition qui semble effrayer beaucoup de collègues, même si le coût actuel, et on l'a rappelé, du chômage et de la pauvreté, et puis le coût actuel des politiques dites de relance du travail devrait surtout nous effrayer et nous faire rendre compte que leur échec coûte de plus en plus. Alors, je rappelle le calcul de l'évaluation à laquelle nous avons procédé. En estimant que l'allocation au chômage moyenne est de 1 190 €. Le SMIC brut est de 1 539 € brut. L'État aurait donc à financer le différentiel de 349 € pour les personnes concernées, ce qui monte à 11,72 exactement milliards s'il ne s'agissait que de cibler effectivement les personnes au chômage de longue durée. Donc je ne sais pas sur quelle évaluation vous vous basez, collègues, quand vous évoquiez le chiffre de 80 milliards. Et pour nous, ce serait à minima, pour les chômeurs et chômeuses de longue durée, 11,7 milliards. Après, si l'on a pour objectif de s'adresser à tous les chômeurs et chômeuses, par exemple, effectivement, on monte à beaucoup plus. Embaucher 6 millions de personnes au chômage au SMIC coûterait autour de 100 milliards, effectivement. Mais comme l'a rappelé notre collègue, c'est un peu plus que le coût actuel des politiques dites de l'emploi. Donc je pense que l'un dans l'autre, la dynamique générale nous semble plus bénéfique de notre côté. Un dernier point peut-être sur la dynamique dans laquelle on s'inscrit, je l'ai dit, sur la place du secteur privé, et surtout en fait sur le bilan, parce que à vous entendre, monsieur le ministre et collègues de la majorité, tout ce qui est fait actuellement marche. Enfin, il y a la petite parenthèse de la crise actuelle, mais en gros, le bilan est globalement positif et il suffirait de continuer comme avant. Alors, c'est faire fi du constat que ce sont à peu près les mêmes politiques qui sont menées depuis 40 ans et qui ont échoué à résorber le chômage de masse. Alors oui, il y a des périodes de fluctuation où le chômage de masse atteint un niveau un peu plus bas, mais ça ne descend jamais à un chômage résiduel. Et c'est quand même cela qui devrait être notre objectif, qui doit l'être et qui peut l'être, si on sort de l'idée, et je pense qu'il y a ça aussi derrière un certain nombre d'analyses et de stratégies économiques, si on sort de l'idée, y compris que le chômage, un certain niveau de chômage est nécessaire à l'économie. Et ça, je vous renvoie aux théories économiques sur le taux d'inflation qui justifient d'ailleurs le maintien d'un certain niveau de chômage. Non seulement ça, mais je crois que la période actuelle, si effectivement le soutien nécessaire de l'État a permis de contenir le chômage, ce que disent aussi les études statistiques, et vous les connaissez, monsieur le ministre, je crois que tout le monde est assez attentif à ça au gouvernement, je ne vous ferai pas le mauvais procès du contraire, disent que nous avons à craindre effectivement une catastrophe en termes sociaux et économiques, et notamment en termes de perte d'emploi. Et donc, même si vous considérez que, en gros, votre bilan sur l'emploi est positif, ce que nous ne pensons pas, vous ne pouvez pas rester les bras croisés et croire que, d'une certaine manière, dans ce monde d'après, il suffira en fait de réappliquer les recettes néolibérales du monde d'avant. Et voilà aussi ce qui nous semble être une des fonctions, une des objectifs d'un gouvernement, d'une majorité qui aurait la vision stratégique nécessaire face à l'urgence sociale et économique, celle d'anticiper, celle de planifier, c'est d'être ouvert, y compris aux solutions un peu hétérodoxes. C'est en tout cas, nous, ce à quoi nous travaillons aujourd'hui en tant que force d'opposition, et nous sommes dans notre rôle à l'Assemblée que de
proposer ce texte. Et demain, nous l'espérons, en tant que force majoritaire, où nous serons en capacité d'introduire ce type de dispositif. Je vous La défense de l'amendement, je peux vous donner la parole, Madame Verdier. Oui, très rapidement, en fait, pour expliquer le sens de cet amendement que j'ai déposé avant l'article 1er, puisqu'il nous semblait nécessaire, notamment suite aux échanges que nous avons eus lors des auditions, d'énoncer les grands principes de ce texte, qui le sont dans l'exposé des motifs, mais qui nécessitaient de l'être aussi dans les articles, comme un article 1er qui proclamerait solennellement l'engagement de l'État à l'égard des demandeurs et demandeuses d'emploi de longue durée face à l'enracinement du chômage, la nécessité pour le pays d'agir pour financer un dispositif ambitieux qu'est la garantie d'emploi, répondant aussi à l'obligation de moyens, à défaut de l'obligation de résultats qui sont inscrits dans nos textes constitutionnels, puisque ce serait un nouveau moyen que nous pensons plus efficace qui serait ainsi constitué. Et voilà le sens de cet amendement pour lequel j'ai un avis favorable personnellement, même si la commission l'a rejeté. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Oui, j'aurais un avis défavorable, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. D'abord parce que vous l'avez dit vous-même, en fait, je pense d'ailleurs que cet amendement est purement déclamatoire et vous avez souligné, je crois que c'était même souligné par un de vos collègues à la tribune tout à l'heure que j'ai écouté attentivement, rappeler que vous ramèneriez en fait à un niveau législatif des dispositions qui sont d'ordre constitutionnel aujourd'hui et je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitiez au fond, donc je crois que vous êtes plutôt heureuse de mon avis défavorable. Je vous remercie. Alors, Madame Verdier-Jouclard, vous souhaitiez prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole. Oui, je voulais intervenir. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous savez, les chiffres sont un peu têtus. Et vous dites qu'effectivement, même avant la crise, rien n'allait. Je vous rappelle qu'on était en dessous de 8% à un taux de chômage qui n'était jamais arrivé depuis 10 ans. Ensuite, je rejoins ce que dit Monsieur le ministre par rapport à Pôle emploi. Et vous savez, on a ce qu'on appelle le printemps de l'évaluation des politiques publiques. Donc, je suis en train de faire les auditions en tant que commissaire aux finances. Et tous les ans, je vous invite à lire le rapport le printemps de l'évaluation des politiques publiques sur justement mon rapport, le travail, l'emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage. Et vous pourrez voir concrètement, déjà pour Pôle emploi, que ça fait plus de 2 ans que nous augmentons régulièrement les ETP, mais pas que. Donc, je vous invite fortement à le lire. Et puis quand même, en tant que rapporteur de la loi donc, sur l'insertion par l'activité économique et l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, je suis quand même obligée d'intervenir. Et je rejoins ce que dit Monsieur le ministre. Vous êtes incohérente, Madame la rapporteure, parce que quand on vote ce texte, il a été voté à l'unanimité, on ne présente pas ensuite une proposition de loi telle qu'elle est. Pourquoi ? Parce que nous avons voté 50 territoires supplémentaires et une clause de revoyure qui permet de ne laisser aucun territoire sur le carreau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre expérimentation, cette expérimentation, elle est déjà généralisée puisqu'on s'est engagé et ça a été voté en commission mixte paritaire et dans cet hémicycle à l'unanimité, comme quoi tous les territoires qui souhaitaient faire un projet et un EBE dans l'expérimentation de territoire zéro chômeur pourraient le faire. Donc, on y est déjà, Madame la rapporteure, on y est déjà. Et puis après, dernier point, si vous avez bien travaillé ce texte de loi, et je salue mon collègue quand même, Ratenon, qui a été présent tout le temps le long de cette proposition de loi, il faut à peu près 18 mois pour pouvoir faire un EBE, une entreprise à but d'emploi pour territoire zéro chômeur. C'est tout le territoire qui travaillent ensemble main dans la main. Donc il ne faut pas croire qu'il suffit de dire on garantit un emploi par l'État pour que demain, il n'y ait plus de chômage. Enfin, je veux dire, restons un peu dans la réalité. Donc Madame la rapporteure, moi je pense que votre en fait proposition de loi, elle est déjà satisfaite, donc vous pourriez très bien la retirer. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, Madame la rapporteure, vous souhaitiez reprendre la parole. Juste rapidement, Madame la rapporteure, oui, je sais que le dispositif a été étendu. J'étais présente, j'ai voté le texte de loi, mais pendant les débats, vous le savez, nous étions plusieurs groupes d'ailleurs à proposer une extension bien plus large. Et aujourd'hui, par exemple, dans ma circonscription, dans le 18e et le 19e arrondissement, il y a des demandes. Il y a des demandes plus nombreuses que le nombre de dispositifs possibles. Et par ailleurs, donc ce n'est pas contradictoire avec l'idée qu'il faut mettre en œuvre ce dispositif. Et personne n'imagine que ce soit
du jour au lendemain. Ce que j'ai répété, c'est que c'était une stratégie quand même d'ampleur qui s'inscrit dans une transition, une bifurcation écologique. Donc ce n'est pas du jour au lendemain, mais oui, ça nécessite de passer à la vitesse supérieure parce que petit à petit, de 50 à 100, puis à 200 jusqu'aux 36 000 communes, ça prend quand même un certain temps. Et nous pensons que l'urgence sociale et écologique nécessite justement de généraliser et de systématiser. Donc non, ce n'est pas contradictoire, ça va au contraire bien plus loin et ça répond à l'urgence des demandeurs et demandeuses d'emploi et de la collectivité. Je vous remercie. Nous pouvons donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, passer au vote. Sur l'amendement, donc c'est un vote à main levée. Sur l'amendement numéro 22, qui a reçu un avis défavorable, un amendement de la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est donc rejeté. Nous pouvons passer à l'article 1er. Je n'ai pas d'inscrit, sauf erreur. Oui, très rapidement, en fait, pour expliquer le sens de cet amendement que j'ai déposé avant l'article 1er, puisqu'il nous semblait nécessaire, notamment suite aux échanges que nous avons eus lors des auditions, d'énoncer les grands principes de ce texte, qui le sont dans l'exposé des motifs, mais qui nécessitaient de l'être aussi dans les articles, comme un article 1er qui proclamerait solennellement l'engagement de l'État à l'égard des demandeurs et demandeuses d'emploi de longue durée face à l'enracinement du chômage, la nécessité pour le pays d'agir pour financer un dispositif ambitieux qu'est la garantie d'emploi, répondant aussi à l'obligation de moyens, à défaut de l'obligation de résultats qui sont inscrits dans nos textes constitutionnels, puisque ce serait un nouveau moyen que nous pensons plus efficace qui serait ainsi constitué. Et voilà le sens de cet amendement pour lequel j'ai un avis favorable personnellement, même si la commission l'a rejeté. Je vous remercie. De parole. Oui, je voulais intervenir. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous savez, les chiffres sont un peu têtus. Et vous dites qu'effectivement, même avant la crise, rien n'allait. Je vous rappelle qu'on était en dessous de 8% à un taux de chômage qui n'était jamais arrivé depuis 10 ans. Ensuite, je rejoins ce que dit Monsieur le ministre par rapport à Pôle emploi. Et vous savez, on a ce qu'on appelle le printemps de l'évaluation des politiques publiques. Donc, je suis en train de faire les auditions en tant que commissaire aux finances. Et tous les ans, je vous invite à lire le rapport le printemps d'évaluation des politiques publiques sur justement mon rapport, le travail, l'emploi, la formation professionnelle et l'apprentissage. Et vous pourrez voir concrètement, déjà pour Pôle emploi, que ça fait plus de 2 ans que nous augmentons régulièrement les ETP, mais pas que. Donc, je vous invite fortement à le lire. Et puis quand même, en tant que rapporteur de la loi donc, sur l'insertion par l'activité économique et l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée, je suis quand même obligée d'intervenir. Et je rejoins ce que dit Monsieur le ministre. Vous êtes incohérente, madame la rapporteure, parce que quand on vote ce texte, il a été voté à l'unanimité, on ne présente pas ensuite une proposition de loi telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que nous avons voté 50 territoires supplémentaires et une clause de revoyure qui permet de ne laisser aucun territoire sur le carreau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre expérimentation, cette expérimentation, elle est déjà généralisée puisqu'on s'est engagé et ça a été voté en commission mixte paritaire et dans cet hémicycle à l'unanimité, comme quoi tous les territoires qui souhaitaient faire un projet et un EBE dans l'expérimentation de territoire zéro chômeur pourraient le faire. Donc, on y est déjà, Madame la rapporteure, on y est déjà. Et puis après, dernier point, si vous avez bien travaillé ce texte de loi, et je salue mon collègue quand même, Ratenon, qui a été présent tout le temps le long de cette proposition de loi, il faut à peu près 18 mois pour pouvoir faire un EBE, une entreprise à but d'emploi pour territoire zéro chômeur. C'est tout le territoire qui travaillent ensemble main dans la main. Donc il ne faut pas croire qu'il suffit de dire on garantit un emploi par l'État pour que demain, il n'y ait plus de chômage. Enfin, je veux dire, restons un peu dans la réalité. Donc Madame la rapporteure, moi je pense que votre proposition de loi, elle est déjà satisfaite, donc vous pourriez très bien la retirer. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, Madame la rapporteure, vous souhaitiez reprendre la parole. Juste rapidement, Madame la rapporteure, oui, je sais que le dispositif a été étendu. J'étais présente, j'ai voté le texte de loi, mais pendant les débats, vous le savez, nous étions plusieurs groupes d'ailleurs à proposer une extension bien plus large. Et aujourd'hui, par exemple, dans ma circonscription, dans le 18e et le 19e arrondissement, il y a des demandes. Il y a des demandes plus nombreuses que le nombre de dispositifs possibles. Et par ailleurs, donc ce n'est pas contradictoire avec l'idée qu'il faut mettre en œuvre ce dispositif. Et personne n'imagine que ce soit
du jour au lendemain. Ce que j'ai répété, c'est que c'était une stratégie quand même d'ampleur qui s'inscrit dans une transition, une bifurcation écologique. Donc ce n'est pas du jour au lendemain, mais oui, ça nécessite de passer à la vitesse supérieure parce que petit à petit, de 50 à 100, puis à 200 jusqu'aux 36 000 communes, ça prend quand même un certain temps. Et nous pensons que l'urgence sociale et écologique nécessite justement de généraliser et de systématiser. Donc non, ce n'est pas contradictoire, ça va au contraire bien plus loin et ça répond à l'urgence des demandeurs et demandeuses d'emploi et de la collectivité. Alors, c'est un amendement pour préciser la nature des emplois pourvus par la garantie que nous proposons d'instituer. Dans la lignée de la proposition de résolution que nous avions déposée l'année dernière dans le cadre de notre niche parlementaire, cet amendement propose donc que le caractère vert des emplois qui soient proposés soit inscrit dans le texte. Face aux carences du secteur marchand et du secteur public, la garantie d'emploi a pour vocation de créer ces emplois pour répondre aux besoins et en s'inscrivant, comme nous l'avons dit, dans la relance de l'activité par la bifurcation écologique où l'État n'est pas simplement employeur en dernier ressort, mais aussi en premier ressort via le développement de services publics et indirectement dans le secteur privé via notamment la commande publique. Le dispositif de garantie d'emploi a pour but de permettre aux personnes qui en sont durablement privées de reprendre pied dans le monde du travail en bénéficiant d'une activité rémunérée dans ces domaines à impact écologique et social positif et pour pouvoir évoluer vers d'autres secteurs ou statuts. Et ça répond en partie à une interpellation de plusieurs collègues sur l'après et sur pourquoi nous proposions un CDD renouvelable 2 fois, ce qui fait quand même 3 ans, puisqu'un CDD de 12 mois renouvelable 2 fois, puisque l'idée, c'est justement dans une dynamique d'ensemble que les personnes concernées, une fois qu'elles ont repris une activité à un salaire décent, puissent évoluer ensuite dans le secteur privé et bénéficier de CDI ou dans le secteur public et de pouvoir être recrutées dans la fonction publique. Donc c'est un processus dynamique qui n'est pas contradictoire du tout avec les différents secteurs. Voilà le sens de cet amendement. Alors, il s'agit d'un amendement pour clarifier la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux en vue d'assurer la plus grande efficacité des échanges d'informations, des processus décisionnels dans la mise en œuvre de la garantie d'emploi. Nous voulons affirmer le rôle de la région dans la mise en œuvre du service public de l'emploi, qui est déjà conséquent, tout en reconnaissant le caractère essentiel de la participation des départements et des communes dans le dispositif. En effet, ce sont à ces échelons qu'il y a une connaissance très fine, beaucoup plus fine encore que la région des besoins sur le territoire, ce qui permettrait de proposer des emplois véritablement utiles qui répondent aux besoins sociaux et écologiques. J'ai un avis favorable de cet amendement, même si la commission l'a rejeté. C'est un amendement qui prévoit expressément que toute personne privée durablement d'emploi puisse en obtenir un au titre de la garantie que nous mettons en place, en améliorant la rédaction de l'alinéa 4, afin que l'on puisse indiquer que la personne obtienne un emploi en répondant à un besoin local identifié par une nouvelle structure, l'association d'emploi chargée de piloter le dispositif à l'échelon territorial, et en indiquant que la personne éligible au dispositif conclura un contrat de travail avec l'association d'emploi en question, contrat qui définira notamment là où les missions qui lui seront confiées. Je voulais répondre à notre collègue en indiquant que, encore une fois, il ne s'agit pas de se substituer à ce qui existe déjà, il s'agit de partir effectivement de ce qui existe déjà. Le dispositif tel que nous le pensons reprend l'idée de territoire zéro chômeur en se basant sur pas simplement les compétences de la personne et les souhaits et les envies, mais aussi sur les besoins locaux. Et donc c'est l'articulation de ces deux dynamiques que nous voulons mettre en œuvre, encore une fois, pas simplement sur quelques territoires, mais au niveau de l'ensemble du pays.
Je vous remercie. Monsieur le ministre. Favorable. Avis favorable de ma part. Et défavorable de la commission, c'est ça? Voilà, merci beaucoup. J'ai un avis défavorable, monsieur le président. Défavorable. Madame Verdi-Joucla, vous souhaitiez intervenir? Oui, parce que je vais finir par croire, Madame la rapporteure, que vous n'avez pas lu le texte de loi sur territoire zéro chômeur. C'est pas possible. Parce que mon collègue Didier Béchère l'a déjà exprimé, mais je vais compléter. Territoire zéro chômeur, c'est la création d'une entreprise à but d'emploi où on prend les personnes les plus éloignées de l'emploi, où on les amène, on les écoute, on regarde quelles sont leurs compétences et quels sont en fait les métiers qu'on pourrait leur faire faire. Et de là, on crée le BE qui peut donc avoir plusieurs activités parce qu'elle va avoir au sein de son entreprise plusieurs compétences. Donc c'est à la fois servir les besoins locaux. Pourquoi? Parce que c'est des travaux qui peuvent être effectués, qui ne viennent pas en concurrence avec le service marchand déjà existant sur le territoire. Parce que si c'est un projet de territoire, il faut que tout le monde puisse être d'accord. Et pour que tout le monde puisse être d'accord, il faut effectivement que les travaux qui soient proposés ne viennent pas en concurrence avec ceux qui existent déjà, pour que les entreprises qui sont déjà dans ce bassin ne voient pas d'un mauvais œil le BE. Donc vous avez à la fois les besoins locaux qui sont bien exprimés parce qu'ils viennent chercher, ils viennent rendre service à justement tout ce qui peut manquer ou parce que c'est peut-être moins rentable, peut-être parce qu'il faut plus de monde et donc ils viennent répondre à ce manque et répondre aux besoins locaux et en même temps on tient compte des besoins de la personne parce qu'avant tout c'est tenir compte de la personne. Donc encore une fois, Madame la rapporteure, je vous invite vraiment à retirer votre projet de loi. Je vous remercie. Madame la rapporteure, vous souhaitiez intervenir? Non mais oui, mais je ne comprends pas ce qu'il y a de différent avec ce que j'ai exprimé en introduction et ce que nous avons redit. Oui, nous nous inspirons très largement de dispositifs. Et oui, ce dispositif existe déjà, Madame la députée, rapporteur du précédent texte. Vous vous étiez aussi inspiré d'un texte précédent qui a été voté en 2016 et nous aspirons de cette même démarche pour la systématiser. Et donc, en fait, je répète, la différence majeure, à quelques exceptions près de fonctionnement dans comment on imagine le dispositif, notamment en redonnant à Pôle emploi, le service public de l'emploi, un rôle extrêmement moteur sur la question, par exemple, de la formation, ça a été évoqué. Nous pensons qu'en l'associant plus et en se basant sur les agences Pôle emploi, on aura un dispositif national plus sécurisé. Donc ça, c'est la première différence. Ce n'est pas contradictoire, je le répète, collègues. Ça n'efface pas ce qui se fait. Au contraire, ça s'appuie sur ce qui se fait pour donner ce niveau à Pôle emploi. Et nous créons, en plus, du coup, ce droit opposable qui permet à toutes les personnes de venir dans une agence Pôle emploi et de dire « je souhaite exercer ce droit », ce qui n'existe pas encore exactement de cette manière-là. Donc oui, nous reprenons exactement le fonctionnement de territoire zéro chômeur et nous lui faisons passer ce que nous estimons être un cap qualitatif et quantitatif en s'appuyant sur des infrastructures du service public. C'est ça la différence, ça n'existe pas encore en l'état dans le dispositif qui reste circonscrit à 60 territoires aujourd'hui, ce qui quand même, dans l'ampleur aujourd'hui à la fois du territoire et de ses besoins en hexagone comme en outre-mer, est quand même, et vous le reconnaîtrez quand même, quelque peu dérisoire par rapport aux besoins et à tous ces besoins identifiés. Et donc, c'est ça les différences essentielles. Et nous avons bien compris ce qu'il en était de votre texte. Nous le jugeons insuffisant. C'est le sens de notre proposition. Alors, c'est un amendement qui clarifie la rédaction de l'alinéa 8 pour prévoir que le contrat conclu dans le cadre du nouveau dispositif de garantie d'emploi devra porter la mention « contrat de droit opposable » et qui sera annexée la convention tripartite conclue entre Pôle emploi, l'association d'emploi qui pilotera le dispositif au niveau local et la personne intéressée. Convention dont l'objet consistera à arrêter les modalités de mise en œuvre du dit dispositif, mission de Pôle emploi et de l'association d'emploi, droits et obligations du bénéficiaire, caractéristiques du contrat de travail. Et pour devancer peut-être l'intervention de ma collègue, oui, ça s'inspire très largement de ce qui existe déjà, ce que nous remettons du coup noir sur blanc dans notre propre texte de loi en allant plus loin.
Je vous remercie. Monsieur le ministre, quel est votre avis? J'ai un avis défavorable, Monsieur le Président. Défavorable. Madame Verdi-Joucla. On ne va pas faire du ping-pong, mais vous m'interpellez, donc j'interviens. Est-ce que vous avez pris le soin d'aller auditionner Laurent Grandguillaume de l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée? Parce que je serais quand même curieuse, Madame la rapporteure, de savoir ce qu'il a dit. Et je l'appellerai en sortant de l'hémicycle pour savoir si ces propos seront confirmés. Parce que sincèrement, nous avons eu tellement de conversations à ce sujet. Et le fait, une fois de plus, que nous ayons la clause de revoyure qui permet de ne laisser aucun territoire devant la porte, qui permettra à tous les territoires qui candidateront à partir du moment où ils seront prêts, et qui définira qu'ils seront prêts, c'est l'association elle-même et le fonds lui-même. Donc le gouvernement n'a rien à voir là-dedans. À partir du moment où ils seront prêts, ils pourront être éligibles et ils seront territoire zéro chômeur longue durée. Donc, je serais quand même très étonnée que Laurent Grandguillaume, et je lui poserai la question, ait validé votre texte. Je vous remercie. Madame la rapporteure, vous souhaitez intervenir? Non, mais pour vous confirmer, oui, nous avons auditionné Laurent Grandguillaume, tout comme un certain nombre d'organisations syndicales, tout comme la direction du service public de l'emploi. Avec Laurent Grandguillaume, nous avons largement partagé le diagnostic et le constat et l'esprit, y compris de la garantie d'emploi. Il a émis un certain nombre de questionnements et de critiques, mais il n'a pas émis une opposition fondamentale, lui estimant que le dispositif actuel suffisant, puisque en même temps il est responsable de ce dispositif. Donc vous pourrez vérifier auprès de lui les propos et les échanges très constructifs que nous avons eus avec lui ainsi qu'avec l'ensemble des responsables. Et je vous informerai également que, comme je vous l'ai dit, je suis députée d'une circonscription où il y a un projet de ce type que je suis de très près, donc je connais aussi ces réalités au niveau local. J'avais été également au cours des dernières années visiter le dispositif qui existe à Paris dans le 13e arrondissement, et donc oui, je connais. J'ai eu des échanges avec les acteurs et actrices de terrain et ce n'est pas contre elles et eux que nous le proposons, mais je crois dans la lignée de ce qui a été construit avec beaucoup d'engagement d'ailleurs de la part de toutes ces personnes. Et donc je crois que au final, si nous l'adoptions, ça irait plutôt dans leur sens que le contraire. Un amendement qui consacre le caractère opposable du droit à l'emploi tel que nous l'imaginons. Il ouvre pour la personne demandeuse d'emploi dont la demande aurait été indûment rejetée et n'aurait pas été traitée dans un délai de 2 mois la faculté d'introduire un recours devant la juridiction administrative au fin qu'il soit ordonné à l'État de lui proposer un ou plusieurs emplois correspondant à sa qualification, sa formation et son parcours professionnel, et en tenant compte de ses besoins et contraires. La personne concernée pourra se faire assister par une association agréée par l'État dans le département intervenant dans le champ de l'aide à l'insertion et dans celui de la défense des personnes en situation d'exclusion. Le tribunal statuera dans un délai de 2 mois, pouvant ordonner à l'État de proposer à la personne intéressée un emploi s'il constate que les conditions autorisant le bénéfice de cette garantie sont réunies et qu'il ne lui a pas été proposé un emploi correspondant à sa qualification, sa formation, son parcours professionnel et tenant compte de ses besoins et contraintes. Avis favorable de ma part et rejeté par la commission. Oui, c'est un amendement, Monsieur le Président, qui précise les missions du Conseil national de la garantie d'emploi, qui a la responsabilité in fine de la bonne application du dispositif sur tout le territoire. Ce Conseil national pourra opérer un contrôle des activités par audit régulier des comités de partenaires afin de s'assurer que les missions confiées aux personnes sont conformes aux dispositions de la garantie. Et un rapport annuel sera remis au Parlement permettant d'assurer un suivi de la mesure et de faire la lumière sur la stratégie, les nouvelles orientations et les perspectives futures. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaitais dire quelques mots. D'abord pour remercier toute l'équipe parlementaire et au-delà avec laquelle nous avons travaillé. Je pense aux 2 administrateurs et administratrices de la Commission des affaires sociales. Je pense à l'ensemble de mon équipe et celle du groupe. Et aussi, je pense à tous les militants et militantes de la France Insoumise qui ont participé à organiser ce que j'indiquais dans les ateliers législatifs que nous construisons depuis le début de mandat, d'ailleurs depuis bien avant, et qui ont été vraiment la pierre angulaire de ce travail.
Et puis, je voulais réaffirmer, bien sûr, l'engagement et la détermination de la France insoumise à pouvoir réaliser cet objectif du plein emploi à travers la relance de l'activité et la bifurcation. Oui, monsieur le ministre, nous parlons de bifurcation parce que nous pensons qu'il faut une rupture et que non, cela ne se fera pas par une transition tranquille comme un long fleuve parce que aujourd'hui, c'est le fonctionnement même du système qui produit ce chômage de masse, qui produit cette destruction de l'environnement et donc il faut une volonté politique ferme et déterminée et qu'en tous les cas, même si cette proposition de loi n'est pas adoptée aujourd'hui, elle le sera en l'état quand nous serons majoritaires et j'espère que ce sera bientôt d'ici l'année prochaine. Merci.